Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Vidéo ufologie. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de la forêt sombre ou forêt noire et ça va vous foutre les chocottes pour parler poliment. Ouais, donc c'est une des théories, une des rares théories sérieuses en fait qui explique pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas, ces extraterrestres et ces civilisations extraterrestres. C'est une des théories qui peuvent expliquer le paradoxe de Fermi. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans le paradoxe de Fermi. Il faudrait qu'on fasse une vidéo rien que là-dessus. On va faire une vidéo rien que là-dessus. En gros, l'idée c'est se dire, s'il y a autant de civilisations extraterrestres développées autour de nous, comment se fait-il qu'on ne les voit pas? C'est le grand silence. Le grand silence. Comment expliquer ce grand silence alors qu'il y a autant de gens autour de nous? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? C'est aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Alors, on vous remercie pour tous vos commentaires, on adore, on les lit tous. Allez-y, mettez des commentaires pour nous soutenir. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire très très intéressant et qui disait, et pour expliquer le grand silence, et si c'était pas qu'il y avait des extraterrestres plus évolués et quelque part ils avaient fait, alors, on n'a pas le commentaire exact en tête et on n'est pas arrivé à le retrouver parce qu'il y en a trop donc on n'a pas retrouvé. Mais il disait, et si des extraterrestres plus évolués avaient fait une sorte d'enveloppe pour nous isoler pour isoler notre bruit, pour pas que les méchants nous entendent et viennent nous détruire. Eh ben, c'est exactement la théorie de la forêt sombre. Justement, on va voir ça ensemble. Donc un petit peu comme si on était dans une réserve naturelle. Ce que disait en fait ce commentateur, c'est un petit peu comme si on était dans une réserve naturelle. Nous, on serait les animaux à protéger. Et puis, il y avait des gardes qui seraient là pour nous protéger des braconniers, qui viendraient nous prendre les cornes de rhinocéros, par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc, faut dire, nous, on fait du bruit et les gardiens du zoo diraient, non, restez silencieux, les gars, faites pas de bruit. Faites pas de bruit, parce qu'il y a des braconniers qui arrivent. Alors, la théorie de la forêt sombre, elle repose sur 5 hypothèses. 5 hypothèses importantes. La première, c'est le foisonnement de la vie intelligente dans l'univers. C'est que ça part du principe qu'il y en a beaucoup, et pas simplement des extraterrestres qui viendraient d'un coin de la galaxie comme ça et qui nous rencontreraient par hasard. Non, on part du principe qu'il y en a beaucoup, et statistiquement, et c'est un petit peu le calcul de Fermi, il y en a partout. L'évolution, l'apparition de la vie étant une conséquence logique, on en a parlé dans la vidéo précédente, l'évolution étant un processus qui prend du temps mais qui est inévitable. La vie intelligente, les civilisations intelligentes sont partout dans l'univers. Alors, ça, c'est la première hypothèse. Elle inclut une autre chose, c'est que parmi ces civilisations intelligentes, il y a un nombre non négligeable et significatif de civilisations qui sont capables de communiquer. Donc ça, c'est le premier point, la première hypothèse. Il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup parmi celles-là qui sont capables de communiquer. Deuxième hypothèse de cette théorie de la forêt sombre, les civilisations ont comme objectif primordial la survie. Ça, ce point-là, alors autant ceux qui ne veulent pas y croire peuvent peut-être contester la première hypothèse, auquel cas, l'ufologie ne les intéresse pas du tout. Mais cette hypothèse qui indique que les civilisations veulent survivre, elle est incontestable. Tout veut survivre, hein. Les espèces veulent survivre, les organismes vivants, administratifs, tous les États veulent survivre, et c'est pareil pour les civilisations. Donc, toute civilisation qui serait dans l'univers n'aurait pas envie de disparaître. C'est ça. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, toutes les civilisations évoluent et s'étendent continuellement au fil du temps. Donc, c'est ce qu'on observe sur Terre. C'est la tendance normale. Si on fait le parallèle avec les différentes civilisations séparées qui sont apparues sur différents continents sur Terre tout au long de l'histoire, que ce soit les Européens qui ont débarqué en Amérique, par exemple, ou sur des îles dans le Pacifique, une civilisation, elle occupe l'espace qu'on lui donne, et quand elle l'a occupé, elle essaye d'aller plus loin. Ça s'applique au niveau d'une île, ça s'applique au niveau d'un pays, d'une région, d'un continent, au niveau de la planète. Et donc de planètes. Voilà. Donc des civilisations qui viendraient de l'autre bout de l'univers, ou de l'autre bout de la galaxie, iraient naturellement explorer des endroits pour trouver des ressources, par exemple. Cette troisième hypothèse de la théorie de la forêt sombre, elle comprend un autre élément, qui est que donc, les civilisations tendent à s'étendre, et les ressources au niveau de l'univers sont fixes, et elles, par contre, elles ne s'étendent pas. Hein. Elles sont données, elles sont fixes. C'est une donnée fixe. Donc naturellement, si on va dire le gâteau qu'on doit se partager, il est fixe, il ne grossit pas, et que de tous les côtés du gâteau, les gens qui veulent le manger s'étendent, à un moment donné, ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer avec un contexte conflictuel, parce qu'en fait, ils veulent le gâteau pour eux, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la compétition sur les ressources. On est en train de faire des travaux. Si vous entendez des bruits, là, c'est sur le toit. Ouais. On est toujours en travaux, vous savez.
Compétition sur les ressources, quantité de matière fixe et constante dans l'univers, il va donc y avoir compétition sur les ressources par rapport à toutes ces civilisations qui ont tendance à s'étendre. Et quand on parle de ressources, on parle tout de suite aux ressources minières, on pense tout de suite à la matière première. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à s'étendre comme ça autour de sa planète, c'est un petit peu comme l'être humain, quand il est parti, il a cherché un autre sol, une autre terre qui était vivable. Hein, c'est ça qui a le plus de valeur. Et naturellement aller quelque part sur les mêmes latitudes ou sur des latitudes qui sont gérables. Et c'est pour ça que l'Antarctique, encore aujourd'hui, il est très peu exploité. Quoi. On va retrouver la même chose sur des planètes qui sont peut-être plein d'or, de ressources super intéressantes, mais il n'y a pas d'eau liquide parce que soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, et on ira les exploiter en dernier. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qui devient quelque part là, on ne va pas parler de matière première, mais on va parler de ressources vraiment primordiales et très très intéressantes. Ce sont les planètes vivables. On vous conseille de regarder le film Interstellar, on vous mettra les liens sous la vidéo. Interstellar, il est quelque part là derrière, je ne l'ai pas sorti, mais bon, je vais vous le chercher. Oui, il est là. Donc Interstellar, on vous mettra les liens sous la vidéo, parce que dans ce film, ce qui est très intéressant, c'est justement ça. Ils ont besoin de trouver des planètes vivables pour que l'être humain puisse partir de sa planète qui est de moins en moins vivable et qui ne disparaisse pas. Donc la ressource principale, ça va être des planètes vivables avec déjà une atmosphère, avec, comme tu disais, de l'eau. Et idéalement, s'il y avait déjà des végétaux et des animaux, au début, on ne pourra pas forcément les manger, comme dans la série de Orson Scott Card, la série d'Ender, on vous mettra aussi des liens. Mais voilà, une planète vivable comme la planète Terre, c'est quelque chose que les extraterrestres vont avoir envie de... En gros, naturellement, la conséquence directe de ça, c'est que une civilisation extraterrestre qui découvrirait notre Soleil, ils n'iraient pas sur Mars, ils n'iraient pas sur Vénus, ils arriveraient directement sur Terre. C'est ça. La quatrième hypothèse, elle dit que ces civilisations développées seraient en moyenne, ou au minimum, à un niveau 1,3 sur l'échelle de Kardashev. Donc l'échelle de Kardashev, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur l'ufologie, c'est l'échelle qui classe, d'ailleurs on vous invite à la voir cette vidéo, c'est l'échelle qui classe ces civilisations en fonction de leur consommation d'énergie. Et de leur niveau technologique. Leur niveau technologique, c'est-à-dire que le niveau technologique serait lié à la capacité à capter de l'énergie. 1,3, ce serait le niveau qui permettrait d'envoyer des projectiles massifs et destructifs à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Alors, inévitable. Très, très rapide. Donc, ça va plus qu'inévitable, parce qu'on peut dire une balle de fusil, elle est très rapide, on ne peut pas l'éviter, etc. Ça va plus loin que ça, parce que ça s'associe à la cinquième hypothèse. La cinquième hypothèse, c'est elle qui dit que les communications, elles seraient limitées par la vitesse de la lumière, mais elles seraient aussi proches de la vitesse de la lumière. Donc du coup, projectiles et communications iraient à la même vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on ne peut pas se permettre de dire on attend de voir. Parce qu'en fait, quand on voit, on est touché. C'est-à-dire que vous voyez le signal comme quoi il y a des extraterrestres ici, et en même temps, vous recevez le projectile. Ou alors presque en même temps. L'information et la bombe arrivent en même temps. C'est pas comme aujourd'hui, on voit un missile sur les radars, il s'approche, les gens se réunissent, on voit dans le bureau ovale, les gens qui disent qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une menace, est-ce que c'est de l'intimidation. Ils ont le temps d'appuyer sur le bouton et réfléchir, et puis ça part et ça détruit le missile. Non, là, ça va très vite. Là, quand on voit, on est touché. Et donc, en fait, on n'a pas le temps, on ne peut pas se permettre de réfléchir. On ne peut pas se permettre de donner le bénéfice du doute, de dire on va voir s'ils sont gentils. Et le missile est capable de détruire une civilisation. Dans la quatrième loi, c'est que l'échelle 1,3 de Kardashev, c'est des missiles assez énergétiques pour détruire complètement une planète. Donc voilà les 5 règles, les 5 hypothèses de cette théorie de la forêt sombre. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, les civilisations se disent « Ah, comme tu l'as dit, si on en détecte une autre, on va se prendre une bombe qui va détruire la planète. » Peut-être qu'ils sont gentils, mais en fait, on ne peut pas se permettre de vérifier. On peut pas se permettre de vérifier. Alors ça, c'est selon la théorie de la forêt sombre, parce qu'on va peut-être avoir des commentaires qui vont nous dire « Ouais, mais avant, vous aviez dit qu'il faudrait se signifier auprès des gardiens du zoo. » Alors, c'est des théories différentes. Il y a des gens qui nous disaient « Ouais, vous avez dit qu'ils étaient méchants, après vous dites qu'ils sont gentils, puis là, vous dites qu'ils sont méchants. » Non, c'est des théories différentes. On est en train de parler des théories différentes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les autres sont gentils, ils tiennent le même raisonnement. C'est-à-dire qu'ils sont comme nous, voilà, on est gentils, mais si on sait que s'il y a quelqu'un qui nous voit, il va nous tuer, on va se défendre avant. Voilà, on va anticiper. Donc les autres en face, même s'ils sont bienveillants, ils ne vont pas prendre le risque de leur destruction parce qu'ils veulent survivre et ils savent qu'au moment où ils vous verront, le projectile va peut-être les atteindre à ce moment-là. Donc,
une société qui rencontre une autre société. Une société développée à niveau 1,3 sur l'échelle de Kardashev, quand elle en rencontre une autre, elle la détruit. C'est ça. Donc ça, c'est la théorie de la forêt sombre qui dit que toute ces civilisation spatiale va considérer une autre civilisation dont elle pourrait capter des émissions de communication, donc toute émission possible, comme une menace, et que donc c'est un petit peu comme s'il se disait c'est lui ou c'est nous. En fait, c'est le premier qui va envoyer la bombe. Et donc, du coup, ils sont forcément en désaccord. Et ça implique quoi? Ça implique le grand silence. Ça implique que les civilisations développées au niveau de 1,3 sur l'échelle de Kardashev disent on va faire pas de bruit. Parce que si on fait du bruit, on va être capté. Et donc, les autres vont nous envoyer une bombe. Mais par contre, on écoute. Et dès qu'on capte quelque chose, on envoie une bombe. Ouais. Alors ça, c'est une théorie qui n'est pas récente, c'est une théorie qui date déjà de 1987. C'était pour répondre justement à cette histoire de grand silence. C'était Greg Beer dans La Forge de Dieu qui avait émis cette hypothèse qu'en fait, on était comme des petits oiseaux. Alors on va prendre les mots exacts. Il disait qu'il comparait l'humanité à un bébé pleurant dans une forêt hostile attirant des loups. Les humains sont comme des bébés oiseaux insensés qui n'arrêtent pas de piailler, qui font du bruit. Et le petit oiseau, il dit « Et pourquoi aucun autre oiseau ne nous répond ?» Et donc Greg Beer, il répond « Parce que les cieux galactiques sont pleins de faucons. Voilà pourquoi. » Et que donc le petit oiseau qui fait « en essayant d'appeler ses autres copains oiseaux, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un gros faucon qui va venir et qui va bouffer les oiseaux, les bébés oiseaux. » Et nous, on y a vu plusieurs fois ici, comme on habite au Costa Rica, il y a quand même beaucoup d'oiseaux, beaucoup plus que ce qu'on en voyait en Europe. On a des aigles aussi. Et c'est vrai que on a déjà vu des oiseaux, plusieurs fois, des gros oiseaux venir piller les nids et emmener les bébés qui pleurent comme ça dans leur bec. C'est désagréable. Ça laisse une sensation désagréable. Donc cette théorie, bien qu'elle soit ancienne, elle était quand même pas très connue jusqu'à pas longtemps. Et c'est Liu Xing, j'arrive pas à le prononcer, mais bon, en gros c'est la trilogie du problème à trois corps, dans le deuxième tome, qui d'ailleurs s'appelle La forêt sombre ou La forêt noire, dit que chaque civilisation, en fait, par essence, est opposée aux autres. Pour sa survie. Pour sa survie. Voilà. Donc, quand on voit ça, on se rend compte que quelque part, depuis les débuts de l'ufologie ou depuis le début de la recherche de vie extraterrestre par les terriens, on a quand même fait des grosses conneries. Carl Sagan en tête, par exemple. Oui, parce qu'en fait, Carl Sagan, il a un petit peu fait comme les bébés oiseaux dont parle Greg Beer dans le nid en disant « Salut les copains, on est là !» avec la carte et tout. Avec la carte, on est ici, regardez, c'est là que vous allez pouvoir nous trouver. Bon, donc si cette théorie de la forêt sombre est vraie, on est mal barré, quoi. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que on a envoyé déjà des sondes qui sont allées très très loin dans le système solaire, les sondes Voyager, il y en a même une qui est sortie du système solaire. Donc si on est dans un enclos, il est quand même très très grand. Donc le message de Carl Sagan, il n'est pas sorti du système solaire, donc il n'a pas été détecté normalement. Il faudrait espérer qu'il ne soit pas sorti du zoo galactique et que les gardiens du zoo, ils le captent avant qu'il sorte et qu'il soit capté par des extraterrestres méchants. Il faut espérer, faut espérer. En tout cas, si vous avez des idées de lecture ou de livres, si vous avez des idées de lecture ou même des films qui seraient dans cette veine, mettez-les nous en commentaire et nous, on vous mettra les liens vers les bouquins et les films qu'on vous conseille dans cette veine, on va dire. Voilà. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.